Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous allons commencer un nouveau cours qui est enseigné pour la première fois dans notre faculté qui s'intitule le syndrome obésité-hypoventilation. Vous avez dans cette diapo les principaux mots-clés pour notre cours. Notre cours répond à certains objectifs pédagogiques concernant la dyspnée chronique. Certains prérequis sont nécessaires avant de commencer le cours. C'est tout d'abord connaître la physiologie de la mécanique respiratoire, la physiologie des échanges gazeux, savoir interpréter une spirométrie et suspecter un trouble ventilatoire restrictif, connaître les principales étiologies d'une dyspnée chronique, connaître le diagnostic étiologique d'une dyspnée chronique en recherchant les données de l'interrogatoire et de l'examen physique orientant vers chaque étiologie et connaître les critères gazométriques d'une insuffisance respiratoire chronique. Nous allons commencer par une introduction et le syndrome obésité-hypoventilation, c'est l'appellation actuelle de l'ancien syndrome de Pickwick. Ce syndrome de Pickwick qui a été évoqué par Charles Dickens dans son roman. Donc c'est un romancier et non pas un médecin qui en a parlé. Et on n'a parlé pas dans le cadre d'une pathologie, mais dans le cadre des caractéristiques de ce monsieur-là qui était dans le roman. C'est une des étiologies relativement fréquentes et qui est sous-diagnostiquée, et c'est une des étiologies des insuffisances respiratoires chroniques restrictives, à l'opposé, par exemple, de la BPCO, qui est une étiologie des insuffisances respiratoires chroniques obstructives. Cette pathologie est souvent découverte tardivement à l'occasion d'une exacerbation et traitée à tort comme une autre étiologie de dyspnée chronique. Sa cause unique est l'obésité. Elle peut conduire à la mort dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. C'est quoi la définition du SOH? C'est l'association d'une hypoventilation alvéolaire chronique définie par une hypoxémie inférieure à 70 mm de mercure et une hypercapnie supérieure à 45 mm de mercure chez des patients obèses avec un IMC qui est supérieur à 30 kg par mètre carré, non expliqué par une autre affection respiratoire chronique. Cette pathologie est souvent non diagnostiquée à l'étape chronique et sa prévalence est estimée à 10-20% chez les patients obèses présentant un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et sa prévalence est estimée à 0,15 à 0,3% dans la population adulte en général. Elle constitue 1% chez des obèses vus en ambulatoire selon une étude de 2015. Et sa prévalence est d'autant plus importante que l'IMC est élevé. On estime sa prévalence à 30% lorsque l'IMC dépasse 35 kg par mètre carré et 49% lorsqu'il dépasse 50 kg par mètre carré. Pour comprendre le syndrome d'obésité-hypoventilation, on va donner un petit rappel. C'est quoi l'hypoventilation alvéolaire? Elle peut être définie comme un défaut de renouvellement des gaz alvéolaires nécessaire pour maintenir une PaCO2 normale. Elle va provoquer en même temps une diminution de la quantité d'oxygène dans le sang et donc être responsable d'une hypoxémie. Cette hypoventilation alvéolaire constitue le point commun des insuffisances respiratoires, que ce soit les insuffisances respiratoires aiguës que chroniques. Pour comprendre l'éthiopathogynie du syndrome d'obésité-hypoventilation, il faut comprendre les mécanismes de l'hypoventilation alvéolaire associés à ce syndrome. En effet, ce syndrome il est dû à 3 causes principales d'hypoventilation. Tout d'abord, les contraintes mécaniques. Donc, il y a un coût excessif du travail respiratoire à cause de la faiblesse des muscles respiratoires et la contrainte due à l'accumulation de la graisse aussi bien au niveau thoracique qu'au niveau viscéral abdominal. Deuxième cause d'hypoventilation, c'est l'installation d'un dysfonctionnement des centres respiratoires avec des centres qui deviennent moins sensibles au stimulus hypercapnique.
Et enfin, il existe chez ces patients-là fréquemment un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et la répétition des apnées obstructives présentes chez ces patients va aggraver encore cette hypoventilation alvéolaire. Comment on va passer d'une obésité à un syndrome d'obésité-hypoventilation? La première étape, c'est le passage de l'obésité à une hypoventilation purement nocturne. En effet, cette obésité va générer des contraintes mécaniques dues à l'accumulation de la graisse au niveau thoracique et au niveau abdominal, avec une diminution de la compliance thoracique et une obésité abdominale avec un dysfonctionnement diaphragmatique. Ces contraintes mécaniques vont conduire donc à une restriction des volumes pulmonaires et donc accumulation du CO2. Cette accumulation du CO2 va être aggravée par la position en décubitus dorsal, surtout au cours du sommeil, par le syndrome d'apnée obstructive du sommeil au cours de la nuit et par cette modification de la sensibilité des sondes respiratoires au cours du sommeil. Accumulation du CO2 qui va se traduire par une hypoventilation nocturne et heureusement au début que les sondes respiratoires sont encore fonctionnelles et donc le réveil va permettre de récupérer une respiration normale. La deuxième étape, c'est le passage de l'hypoventilation nocturne qui peut être invisible pour le patient puisqu'il n'y a pas de symptomatologie perceptible au cours de la journée à l'installation du syndrome d'obésité-hypoventilation. Donc, à partir de l'hypoventilation nocturne, il y aura une répétition, une chronicité de cette hypoventilation. Et avec le temps, il y aura installation d'un dysfonctionnement des centres respiratoires qui deviennent incapables de réagir aux modifications ventilatoires. Et donc, il y aura une hypoventilation permanente, aussi bien diurne que nocturne, qui est excessive. Cette hypoventilation va être aggravée par l'inadaptation aux besoins à l'éveil et donc l'inadaptation à l'effort diurne. Elle va être aussi aggravée par la sédentarité du patient et elle va être aggravée par les comorbidités cardiovasculaires associées. Et donc cette hypoventilation aussi bien nocturne que diurne va conduire au syndrome d'obésité-hypoventilation avec apparition d'une insuffisance respiratoire chronique. Comment on va poser le diagnostic positif de ce syndrome? Et on va prendre comme type de description un tableau clinique d'un SOH isolé. Les circonstances de découverte de cette pathologie, souvent il s'agit d'une aggravation aiguë d'une dyspnée chronique qui va motiver la consultation aux urgences et qui va nécessiter une prise en charge en unité de soins intensifs. Rarement, il s'agit d'une découverte lors d'un bilan d'une dyspnée chronique ou bilan d'une obésité morbide. L'interrogatoire retrouve une dyspnée chronique d'effort au début qui va devenir rapidement de repos, qui va s'aggraver progressivement au cours des années, et cette dyspnée coïncide avec l'apparition et l'aggravation concomitante à une augmentation du poids qui est très importante. Et donc, il sera associé à une obésité avec un IMC qui est supérieur à 30. On note qu'il n'y a pas d'exposition particulière qui va exposer à d'autres étiologies respiratoires à dyspnée chronique, telles que le tabagisme ou une exposition professionnelle ou domestique. Il n'y a pas d'antécédents cardiaques ou respiratoires qui vont expliquer la dyspnée de manière générale. On retrouve les symptômes évocateurs d'insuffisance respiratoire chronique, surtout la dyspnée de repos, avec les signes d'hypercapnie lorsque l'insuffisance respiratoire chronique devient grave, avec des céphalèmes matinales, de la somnolence, des tremblements et éventuellement des troubles de la mémoire. L'examen clinique va trouver une obésité qui est un élément important pour confirmer le diagnostic, obésité souvent morbide, mais qui est au moins avec un IMC supérieur à 30, et donc il est important de prendre la taille
et correctement le poids pour calculer l'IMC. On évalue en même temps l'obésité viscérale en mesurant le périmètre ombilical et le périmètre cervical. On retrouve à l'examen clinique quelques signes d'insuffisance respiratoire chronique tels que une cyanose des extrémités, un tremblement des extrémités, et on peut évaluer aussi les troubles de la mémoire. On va suspecter l'insuffisance respiratoire chronique en mesurant à l'oxymétrie la saturation artérielle en oxygène qui est inférieure à 92%. L'examen pleuropulmonaire va trouver une diminution de l'ampliation thoracique. L'auscultation et la percussion seront difficiles du fait de l'accumulation de la graisse, mais souvent sans anomalie évidente. L'examen cardiovasculaire élimine des signes cliniques de cardiopathie pouvant expliquer la dyspnée chronique, surtout éventuellement une valvulopathie, et recherche des signes d'insuffisance cardiaque droite, témoins de la sévérité du syndrome. Après l'examen clinique, deux examens complémentaires peuvent être réalisés pour nous aider pour le diagnostic positif. Tout d'abord, la radiographie thoracique, qui doit être de très bonne qualité, et il faut qu'il soit correctement pénétré, ce qui peut être très difficile chez un patient très obèse. Cette radiographie thoracique, si elle est faite dans les bonnes conditions, permet d'éliminer une origine pulmonaire évidente ou une distension thoracique qui peut orienter vers éventuellement une BPCO. La numération formule sanguine permet de suspecter l'insuffisance respiratoire chronique s'il existe une polyglobulie avec élévation de l'hémoglobine et de l'hématocrite. Les examens qui vont nous permettre de se rapprocher le plus du diagnostic positif, ce sont les explorations fonctionnelles respiratoires. Tout d'abord, la spirométrie, qui va permettre d'éliminer un trouble ventilatoire obstructif et donc d'éliminer une BPCO. Elle va orienter vers un trouble ventilatoire restrictif en montrant une capacité vitale forcée qui est inférieure à 80% de la théorique. La plétismographie, généralement réalisée par le pneumologue, confirme le trouble ventilatoire restrictif en montrant une capacité pulmonaire totale inférieure à 80% de la théorique. Et c'est la gazométrie artérielle qui confirme le diagnostic en montrant une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure associée à une hypoxémie. Nous avons vu comment poser le diagnostic positif en prenant comme type de description un SOH isolé. Mais il existe plusieurs formes cliniques, en particulier les formes associées qui sont assez fréquentes et qui posent un problème de prise en charge en cas d'exacerbation révélatrice où on n'a pas encore posé le diagnostic de ce syndrome. Ces formes associées correspondent soit à un SOH qui est associé à une cardiopathie gauche ou éventuellement associé à une BPCO ou à une autre étiologie respiratoire d'hypoventilation. Il existe aussi les formes associées à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et dans ce cas-là, c'est la prise en charge par un spécialiste du sommeil qui va permettre de poser ce diagnostic. Il y a aussi les formes de début, personnes qui ont uniquement une hypercapnie au cours du sommeil et qui ne va être révélée qu'au cours du sommeil par une oxymétrie nocturne ou un enregistrement du sommeil. Ou bien les patients qui vont présenter une hypercapnie uniquement à l'effort. Le diagnostic différentiel va se poser avec toutes les étiologies dyspnée chronique, aussi bien respiratoires que non respiratoires. Et donc, il est important d'analyser correctement l'interrogatoire, l'examen clinique et certaines données d'examen complémentaires pour faire la part des choses. Quelles sont les complications du syndrome? Tout d'abord, les exacerbations de SOH. Comme toutes les étiologies de dyspnée chronique, donc il y aura, au cours de l'évolution chronique de la maladie, des épisodes d'exacerbation. Quelles sont les circonstances de découverte de ces exacerbations? C'est rarement un SOH connu et confirmé, mais il s'agit souvent de l'aggravation d'une dyspnée chronique révélatrice sans tableau évident de BPCO qu'on va évoquer souvent
avec une radiographie thoracique qui est normale. Quelles sont les complications du syndrome d'obésité-hypoventilation? Et nous allons commencer par les exacerbations de SOH. Comme toutes les étiologies de dyspnée chronique d'origine respiratoire, donc il y aura au cours de l'évolution chronique du SOH des épisodes d'exacerbation. Quelle est alors notre conduite à tenir? Donc nous allons réunir des arguments cliniques pour s'orienter vers cette exacerbation. Tout d'abord, l'aggravation récente de la dyspnée chronique qui est devenue de repos, avec un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë, et on va rechercher des arguments cliniques du syndrome d'obésité-hypoventilation, et en particulier l'obésité qui est importante, et donc on doit avoir une idée sur l'indice de masse corporelle. À côté de l'aggravation récente de la symptomatologie chronique, des arguments cliniques du SOH, on va chercher des signes cliniques qui traduisent l'hypoxémie et l'acidose respiratoire, et en particulier tout d'abord l'existence d'une cyanose, en particulier noter si l'hypoxémie est très importante, lorsque la SaO2 est inférieure à 85%, et qui va se rechercher surtout au niveau des extrémités, les doigts, les lèvres et les oreilles. On cherche des signes neurologiques, en particulier l'irritabilité, l'agitation, les changements de personnalité, les troubles de conscience qui peuvent aller jusqu'au coma, et les signes cardiovasculaires entre l'hypotension et l'hypertension et les troubles de rythme, et surtout les arythmies. La gazométrie artérielle va confirmer l'existence d'une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique avec acidose respiratoire. Un bilan minimal sera fait pour éliminer une autre étiologie de dyspnée chronique, tout d'abord l'interrogatoire et l'examen clinique, et radiographie thoracique si possible avec un ECG. On se retrouve ainsi devant une exacerbation de SOH très probable qui incite à une hospitalisation en unité de soins intensifs. Certaines règles sont à respecter en cas d'exacerbation de SOH. Il s'agit généralement d'une aggravation d'une dyspnée chronique sans histoire évidente d'une autre étiologie de dyspnée chronique respiratoire et en particulier de BPCO avec une radiographie thoracique normale chez un obèse. Et donc il faut savoir évoquer dans ce contexte le diagnostic d'exacerbation de SOH, ne pas retarder la prise en charge par un traitement non adapté, par exemple ne pas administrer une nébulisation alors qu'on n'a pas assez d'arguments par exemple pour retenir une exacerbation de BPCO. Essayez au maximum d'avoir une gazométrie artérielle, sinon évitez une oxygénothérapie intempestive qui risque d'aggraver l'hypercapnie et de rendre la maladie irrécupérable. Enfin, dirigez en urgence le patient vers une unité de soins intensifs qui devrait être équipée en ventilation non invasive aiguë. Comme la BPCO, le SOH va évoluer vers le cœur pulmonaire chronique dans le cadre des complications chroniques de cette pathologie. Donc, comme dans la BPCO, le cœur pulmonaire chronique, c'est une hypertrophie, dilatation du ventricule droit avec ou sans insuffisance cardiaque qui complique une hypertension artérielle pulmonaire. Le cœur pulmonaire chronique peut décompenser en cas d'exacerbation. En l'absence de traitement adapté, le décès va survenir dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Quels sont les principes thérapeutiques de la prise en charge au long cours du syndrome d'obésité-hypoventilation? Le syndrome d'obésité-hypoventilation correspond en réalité à une réduction des volumes avec un défaut d'évacuation du CO2. Et donc l'objectif du traitement, c'est de générer un volume courant adapté au patient et au degré de la restriction volumétrique. Deuxième objectif, c'est de faciliter l'expiration, aussi bien passive que active, pour évacuer le CO2. Pour atteindre ces objectifs, on a besoin d'une prise en charge dans un milieu spécialisé, dans un service de pneumologie spécialisé en ventilation non invasive chronique.
Cette prise en charge va se faire dans le cadre multidisciplinaire parce que ce sont des patients obèses qui ont d'autres complications de l'obésité, en particulier les complications cardiovasculaires et métaboliques. Il n'y a pas de traitement médicamenteux de cette pathologie et donc le traitement est essentiellement basé sur la ventilation. Vous avez ici un appareil portable de ventilation non invasive chronique qui va permettre de traiter ces patients SOH. Le principe du traitement par cette ventilation non invasive chronique, c'est de générer un volume inspiratoire qui nécessite une pression inspiratoire externe supplémentaire adaptée et d'adapter en même temps la pression expiratoire, particulièrement si on a en plus un syndrome d'apnée obstructive du sommeil associé. En conclusion, le syndrome obésité-hypoventilation est une étiologie de dyspnée chronique et d'insuffisance respiratoire chronique restrictive assez fréquente qui est due à l'obésité. Il doit être évoqué systématiquement devant un dyspnéique chronique obèse et devant une exacerbation de dyspnée chronique d'étiologie indéterminée chez un obèse. Le patient SOH doit être orienté systématiquement en cas d'exacerbation vers une unité de soins intensifs pour une VNI aiguë. Lutter contre l'obésité permet d'éviter l'évolution vers ce type de syndrome et donc vers ce handicap respiratoire.